savez qu'il faut faire attention au langage, et souvent le langage n'est pas approprié avec la qualité de la pensée. Il y a des pièges qui sont liés à des ressemblances. Par exemple, en français, DE peut signifier aussi bien l'appartenance que la provenance. Et on peut dire que ça crée beaucoup de confusion. Ma maison, la maison de Pierre, ou la ville de Pierre, c'est pas la même chose. La maison de Pierre, c'est la maison qui appartient à Pierre. La ville de Pierre, c'est la maison où vit Pierre, d'où vient Pierre. Moi-même, je porte deux noms, ceux de mon père et de ceux de ma mère, qui correspondent à des villes dont je proviens, dont ma famille provient. Elles ne sont pas des villes qui nous appartiennent. Donc les DE ne veut pas dire appartenance nécessairement. Il peut aussi signifier provenance. Je vais vous donner deux exemples qui sont à la base de beaucoup de confusion. Science et technique, peuple et élite. La technique provient de la science, quelque part. Si on appelle science la connaissance de la nature. Mais elle dépasse la nature. Je dirais même quelque part qu'elle s'y substitue, qu'elle la remplace, comme une prothèse par exemple, comme tout ce qui vient ajouter par exemple un appareil d'audition, mais aussi tout simplement des lunettes. C'est fabriqué avec des matériaux qui existent quelque part, encore que bon, mais ce n'est pas réductible à l'origine. C'est quelque chose qui est issu de la nature, tout comme une sculpture est issue de la nature. Mais elle apporte un élément nouveau. Elle est une sorte de seconde nature. De la même façon, l'élite, quelque part, est issue du peuple. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait bah oui, le peuple, l'élite fait partie du peuple. Oui, l'élite fait partie du peuple, mais elle vient du peuple, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, ça veut dire qu'elle émane du peuple, mais elle n'est pas réductible au peuple. Tout comme une sculpture émane d'un morceau de bois, comme cette sculpture-là que j'ai à ma gauche, mais elle vient de ce morceau de bois, mais elle n'est pas le morceau de bois d'origine. Elle est simplement dans une provenance. Donc le débat que nous avons, et je vais en traiter ce soir à la mairie du 3e arrondissement, à 19h, dans un café philo, c'est de savoir si l'humanité se construit en harmonie avec la nature, ou contre la nature, ou en décalage avec la nature. Beaucoup de gens sont, à mon avis, dans l'anachronisme. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que la science d'aujourd'hui nous permet de comprendre la technique d'hier, sous prétexte que la technique est issue quelque part de la science. Mais la technique est issue de la science de son temps. Elle n'est pas issue de la science d'aujourd'hui. Certains me diront, oui, mais la science d'aujourd'hui ne fait que nous révéler des choses qui existaient déjà bien avant. Peut-être, mais c'est le problème de la formule science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Une science qui n'est pas consciente ne peut pas contribuer à l'acte créatif de l'objet, objet musical, objet technique. Donc, ce qui n'est pas conscient ne saurait jouer de rôle dans ce que nous venons d'aborder, à savoir le passage de la science à la technique et du peuple à l'élite. Même si on ne peut pas sous-estimer et négliger
la question de ce qu'on appelle la subconscience. Ce qui fait que les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Parce que l'histoire des techniques n'est pas un fleuve tranquille. De même que l'histoire d'ailleurs des élites, qui est d'ailleurs un peu liée quelque part. Enfin, je ne sais pas si je vais insister là-dessus, mais il y aurait des choses à dire sur ce point. Par conséquent, l'histoire des techniques, ben oui, ça renvoie éventuellement, dans mes idées en tout cas, à des interventions d'extraterrestres, par exemple, qui seraient intervenus, qui se seraient infiltrés en quelque sorte, qui nous auraient colonisés et qui auraient été titulaires d'une technologie, d'une science bien plus avancée que celle de nos aïeux, et d'ailleurs encore plus avancée que la nôtre aujourd'hui. Donc, on risque de plaquer sur le passé notre science actuelle et faire une erreur, mais on peut aussi plaquer sur le passé notre science actuelle et faire également une erreur, pour la raison opposée. Dans un cas, on aurait un anachronisme, c'est-à-dire on attribuerait à des civilisations anciennes les connaissances d'aujourd'hui, et dans l'autre cas, on aurait ce qu'on pourrait appeler un anachorisme, c'est-à-dire qu'on attribuerait, on réduirait l'histoire de l'humanité à notre humanité, à nous, sans prendre en considération la possibilité d'une intervention d'une humanité extérieure à notre Terre. Donc dans les deux cas, on serait décalé par rapport à la réalité. C'est pour ça qu'il est tellement difficile, c'est pour ça que la religion est importante, et les lectures des Écritures est importante, parce que justement, elle nous donne des clés qui nous permettent de comprendre éventuellement ces interventions venues d'ailleurs, ces technologies venues d'ailleurs, qui ont sensiblement et singulièrement transformé notre humanité. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une lacune dans les travaux de Darwin, parce que justement, à moins que je ne les ai mal compris, ou alors bien qu'il l'ait peut-être explicité sans que je le sache, mais il semble qu'il réduise l'évolution de l'humanité à l'humanité telle qu'elle s'est développée sur Terre, et qu'il ne considère pas la possibilité d'une intervention extérieure, liée également d'ailleurs à un modèle darwinien, pourquoi pas, mais qui se serait développé dans un autre espace-temps. Donc, moi qui m'intéresse beaucoup à l'astrologie, comme vous le savez, la grande question pour l'astrologie, c'est de savoir si l'astrologie s'est constituée en tant que technologie ou en tant que science. Si elle s'est constituée en tant que science, tout ce que nous apprenons sur l'univers peut être utile, peut être significatif pour l'astrologie. En revanche, si elle s'est constituée en tant que technique, elle est fonction de niveau de connaissances techniques d'une certaine époque, déjà très ancienne, bien évidemment, et elle est une sorte de monument, un peu comme la Tour Eiffel, un monument qui a été construit à une certaine époque, avec certains matériaux, et qui, finalement, doit être pris comme tel. Elle saurait être modifiée ou corrigée au regard, au prisme de la science contemporaine. Bien au contraire, il s'agirait d'évacuer de l'astrologie des éléments anachroniques qui auraient pu être rajoutés et de la ramener à un niveau de connaissance scientifique qui soit beaucoup plus proche de la vraisemblance, c'est-à-dire de l'histoire des sciences. C'est sur ce sujet-là que j'entends articuler un débat ce soir à la mairie du 3e arrondissement. Je dirais que ceux qui prônent la technologie sont paradoxalement
ceux qui appartiennent à une forme d'humanisme. C'est-à-dire l'humanisme au sens, justement, d'un être qui est capable de créer des objets qui ne sont pas déjà inscrits, qui ne sont pas déjà déterminés. Qui peut se libérer de l'emprise de la nature, pas totalement, mais qui peut la dépasser, la transcender. Et puis, il y a l'autre camp qui ne jure que par la science et qui veut tout expliquer de ce que nous créons, de ce que nous avons créé, par la science. Et qui se donne donc le droit, qui s'arroge le droit de corriger ce que nous avons créé au cours des siècles au nom de la science. Et là, on fait des contresens absolument effarants. Et on compromet la compréhension de notre bagage subconscient en plaquant par-dessus des éléments et des informations qui n'ont pas à s'y trouver. Et là, on retrouve encore une fois, peut-être, je ne voudrais pas récupérer Bergson à tous les coups, mais cette idée de purifier le savoir de tout ce qu'on a pu rajouter, de ce qu'on a pu plaquer pour que les choses deviennent cohérentes. Parce que, comme vous le savez depuis quelque temps, je me suis déclaré bergsonien, à l'instar d'un Yankelevitch ou d'un Gilles Deleuze, par exemple. Mais je ne suis qu'au début de ma quête bergsonienne. Alors, ça c'est donc un sujet de café philo, comme celui qui va être débattu ce soir. Et en conclusion, j'aimerais bien lancer un autre sujet de café philo, comme ça, à toute fin utile, peut-être pour une prochaine session, puisque ça doit avoir lieu tous les mois, et c'est pas moi qui décide uniquement, loin de là. Et je pose la question de l'intrusion. On n'est plus dans le domaine de l'extraction de ce qui émane, mais plutôt de l'intrusion. Et évidemment, quand je parle des colonisateurs, ce sont des intrus qui viennent perturber le cours des choses. Nous sommes tous des intrus, finalement. Dans notre vie, à certains moments, nous sommes introduits dans la vie de quelqu'un, ou dans le corps de quelqu'un. Et parfois avec des effets pas toujours nécessairement heureux, où nous avons plutôt laissé des gens s'introduire dans notre vie, avec également des bonheurs divers. Alors, la question, donc, c'est que pourquoi y a-t-il intrusion et quand y a-t-il intrusion? Et là, on retombe dans l'astrologie, puisque, cette fois-ci dans la pratique de l'astrologie, dans la pensée astrologique, parce que il y a des périodes qui favorisent l'intrusion. Des périodes qu'on pourrait appeler intrusives, si on veut. C'est-à-dire, au nom de l'unité, on nie les différences. On ne respecte pas les différences. Et donc, on favorise l'intrusion. Et l'intrusion, c'est évidemment, ça s'oppose à la notion d'immunité, de défense immunitaire. Quand les défenses immunitaires fléchissent, l'intrusion, la conquête, l'invasion, ne peut que prospérer. Et généralement, et c'est une question que je mets sur le tapis, généralement, il faut faire attention au mimétisme, qui est une forme d'intrusion assez sournoise. Parce que celui qui imite, c'est celui qui laisse entrer dans sa vie un objet, une personne, un modèle, qui n'a rien fait pour y entrer. Et qu'on a fait entrer sans même lui demander son avis. Par exemple, quand l'anglais emprunte au français, à une certaine époque, il ne demande pas la permission aux Français. Et bien évidemment, il y a des cas encore beaucoup plus évidents. Donc, le mimétisme, c'est l'imitation de l'autre
par l'intrusion. Alors, c'est une intrusion qui est assez complexe à saisir, puisque c'est à la fois moi-même qui me met en situation d'être introduit, d'être victime d'une intrusion, et en même temps, en m'emparant de ce qui va m'introduire, de ce qui va être en intrusion par rapport à moi, je crée une forme d'intrusion par rapport à celui auquel j'emprunte. Parce que je fausse son image. Je suis dans une sorte de duplication. Et donc à ce moment-là, d'imposture. L'intrusion peut tout à fait déclencher de l'imposture. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quelle est la copie, quel est l'original. Et il y a des périodes comme cela, comme je disais, où nous vivons dans l'imposture. Quand quelqu'un vous déclare que nous sommes unis, que nous sommes un seul et unique peuple, français par exemple, que nous devons rejeter ce qui est à l'extérieur de ce peuple, notamment les immigrés, etc., il est dans une sorte de fantasme et de déni. Pourquoi de déni? Parce que il donne évidemment l'impression qu'il se démarque de telle et telle population, mais a contrario, il nie les différences au sein du groupe qu'il qualifie d'uni. Et une des différences majeures au sein de n'importe quel groupe, c'est bien entendu la question des hommes et des femmes. Donc dire qu'un peuple est d'un seul tenant est uni, alors même qu'il y a des hommes et des femmes, c'est déjà problématique. Et par conséquent, quand on assume justement cette différence entre les hommes et les femmes, on va relativiser les autres différences, qui seront relativement plus faibles finalement. Et ça permet de mieux intégrer le communautarisme, de mieux intégrer la diversité, la multiculturalité. Car la multiculturalité est quelque chose de beaucoup plus superficiel par certains côtés que les différences de sexe. Bon. Donc finalement, c'est la paille et la poutre. Il est important pour notre civilisation, pour le XXIe siècle. Malraux disait, le XXIe siècle, quand on lui a fait dire serait spirituel ou ne serait pas, mais je dirais plutôt que, et là en ce sens-là, je vais aussi dans le sens de Bergson, qui est un spécialiste de la dualité, même si cette dualité est en dialectique avec l'unité, que le XXIe siècle, nous faut absolument assumer les dualités les plus profondes au lieu de les refouler et de les nier. Ce qui nous renvoie à une forme de surmoi unitaire qui, à certains moments, nous contraint à refuser de reconnaître la différence. Et paradoxalement, comme je l'ai dit, en mettant en évidence des fausses différences qui vont permettre de nier les vraies différences. Quand un groupe ne se reconnaît pas dans sa propre identité, il risque de contaminer par différents effets secondaires, si on peut dire, l'ensemble auquel il appartient. On sait très bien d'ailleurs que les personnes qui ont un problème d'appartenance, qui ne savent pas à quel groupe ils appartiennent, qui en sont à s'affirmer dans une sorte d'individualité complètement abstraite, ou beaucoup trop concrète, peu importe, ça revient au même, parce que l'appartenance est aussi la capacité de percevoir une analogie, donc quelque part d'être capable de conceptualiser, d'un minimum d'abstraction. Quand on n'a pas un minimum d'abstraction, rien ne se ressemble. Donc il faut un peu d'abstraction pour pouvoir rapprocher les choses. Et c'est ce que disait aussi Bergson, il faut purifier les choses pour pouvoir les articuler les unes par rapport aux autres. Donc, quelqu'un qui a un problème d'appartenance, c'est quelqu'un qui va vouloir imiter les uns et les autres, il va falloir s'infiltrer dans tel et tel groupe auquel il n'appartient pas objectivement, qui va avoir la tentation de se faire prendre pour ce qu'il n'est pas, et
c'est là que je distingue l'appartenance objective et l'appartenance subjective. C'est-à-dire que l'appartenance objective, ça correspond à un examen de ce que je suis, de mes racines, de mes origines, de mes compétences, de mes besoins. Et l'appartenance subjective, c'est le fait d'adopter des valeurs, des identités qui ne sont pas les miennes. Et je terminerai en disant que ça ne signifie pas qu'on ne puisse pas évoluer, mais il faut évoluer par soi-même, par ses propres qualités intérieures, et non pas en empruntant les objets des autres. D'une façon, c'est pour ça que la culture peut être à la fois quelque chose, un obstacle considérable au développement d'une personne, parce que au lieu de générer en elle-même des choses qui ont une certaine valeur créative, eh bien, elle va emprunter ce qui existe déjà, elle va vouloir non pas avancer dans sa propre recherche, mais elle va vouloir s'accaparer ce qui est déjà acquis par l'autre. Et là, la seule solution, c'est évidemment l'enseignement, la transmission. Jusqu'à quel point peut-on transmettre à l'autre? Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Et je pense que là encore, dans l'enseignement, il y a beaucoup d'ambiguïté et d'ambivalence, et que l'enseignement peut créer de fausses apparences. Le meilleur enseignement, c'est lorsque la personne arrive à se développer par elle-même, à se réaliser par elle-même, sans ajouter à elle-même des choses qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire en évitant donc de s'aliéner. Eh bien, bon rendez-vous, et peut-être à ce soir, je préviens un peu tard, mais en tout cas, vous aurez profité de la dynamique que je viens d'esquisser et que je développerai ce soir avec d'autres personnes. Et pour les autres sujets, eh bien, rendez-vous à une autre date.